Bonjour à tous, c'est Philippe Maté, vous écoutez Entracte et Culture. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Dave Rowntree, le batteur du groupe britannique Blur. Blur, c'est un des groupes emblématiques du mouvement Britpop. 70 millions d'albums vendus à travers le monde. Mais Dave Rowntree ne vient pas nous parler musique. Non, il publie aujourd'hui un livre de photos. Ça manque pas de piquant quand on sait que Blur en anglais, ça signifie flou. Rassurez-vous, Dave Rowntree n'a pas eu de soucis de mise au point quand il a embarqué son appareil pour immortaliser les premiers pas du groupe de rock britannique. Dave Rowntree est batteur donc, mais aussi avocat, homme politique, pilote d'avion. Il a toujours été un touche-à-tout, mais on ne le connaissait pas passionné de photographie. Les clichés de ce livre dormaient dans un placard, il les a retrouvés à l'occasion du confinement. Dans ce livre qui s'intitule donc No One You Know, il raconte, à travers ses photos, la vie du groupe à ses débuts, avant le succès et la gloire. J'ai rencontré Dave Rowntree dans un hôtel à Paris alors qu'il était donc en promotion pour son livre, c'était à la fin juin. Let's go. Dave Rowntree, bonjour. Les photos que vous publiez dans ce livre, qui s'intitule donc No One You Know, datent de la fin des années 80 et du début des années 90. Blur n'était qu'à ses débuts, c'était encore un groupe balbutiant. Pourquoi vous avez décidé d'embarquer un appareil photo avec vous ? Oui, j'ai toujours eu un appareil photo avec moi depuis que je suis jeune. Et je continuerai à en avoir un avec moi. Mais j'avais conscience à l'époque que nous étions un groupe indé qui galérait et que la musique indépendante était très peu à la mode. En dehors des pages de la presse musicale britannique, personne ne savait qui nous étions. Nous étions anonymes. Pour nous et pour les autres aussi, il ne semblait vraiment pas que la musique qu'on faisait allait un jour devenir grand public. C'était peut-être ça, peut-être ce moment excitant dans ma vie que j'avais toujours rêvé de vivre, faire partie d'un groupe, enregistrer un disque. Et est-ce que vous imaginiez que c'était le début d'une aventure qui vous amènerait à vendre des millions de disques et à jouer dans les stades ? Les carrières ne durent pas. Presque tous les groupes dans le monde sortent quelques morceaux, font quelques concerts et c'est tout. Nous, on était très ambitieux. Mais la musique qu'on faisait était très démodée. En tout cas, il me semblait qu'on allait avoir le même genre de carrière que beaucoup d'autres groupes autour de nous. Et si on arrivait à transformer ce qu'on faisait en carrière, on en aurait été content. Si le groupe pouvait être suffisamment reconnu pour continuer à faire des concerts, à sortir des disques, eh bien, tant mieux. On aurait tous été très heureux avec ça. Qu'est-ce qui vous a décidé à ressortir et à publier maintenant, aujourd'hui, ce livre de photos ? C'était pendant le confinement, en fait. Parce que Tim Burgess, des Charlatans, avait commencé à faire ces choses qu'il appelait les Tim's Twitter Listening Parties. Donc je fouillais dans tous mes souvenirs, toutes les choses que j'avais collectées au fil des années pour essayer de trouver des trucs intéressants à photographier et à publier sur Twitter, à propos des différents albums sur lesquels je participais. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à regarder les photos. Parce que je ne les avais pas vues depuis des années. Je les avais perdues, puis je les ai retrouvées. Ce n'est que quand j'ai commencé à vraiment les regarder que je me suis dit, en fait, il y a quelque chose là-dedans. Ce ne sont pas juste des clichés. J'ai vraiment capturé l'essence de ce qui se passait à ce moment-là, d'une manière assez intéressante. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que, plus tard, j'allais en faire un livre. Vous avez ressenti quoi en découvrant ces photos ? C'était quoi, de la nostalgie ? Non, ce n'est pas de la nostalgie. On avait à peine un peu plus de 20 ans sur ces photos. Et quand je vois les autres membres du groupe aujourd'hui, c'est encore comme ça que je les vois. Pour les autres, je pense qu'ils paraissent différents, qu'ils sont devenus d'autres personnes. Mais moi, c'est encore cette image-là que j'ai d'eux. Donc, ce n'était pas vraiment quelque chose de nostalgique. Mais quels souvenirs sont remontés à la surface ? Je me souviens à quel point tout ça était excitant. Et en revoyant ces photos, je ressens encore cette excitation. Je me dis toujours, oh mon Dieu, la première fois. Le Japon, par exemple. Je me souviens tellement bien de la première fois où on est allé au Japon. La première fois en Amérique du Nord, au Mexique.
Toutes ces expériences étaient tellement incroyables. Aucun d'entre nous n'était jamais allé dans des endroits comme ça auparavant. On était seulement allé dans des endroits plutôt classiques en vacances. Des endroits formidables, bien sûr, mais accessibles facilement depuis l'Angleterre. On avait visité pas mal de pays européens, mais jamais vraiment au-delà. Le choc culturel a été extraordinaire et merveilleux. Surtout au Japon, où on se retrouvait au milieu d'une culture incroyablement riche et vibrante, mais complètement différente. Les choses ont changé depuis, bien sûr, mais au tout début des années 90, il n'y avait vraiment pas de nourriture occidentale. Et tous les panneaux, les enseignes dans la rue, tout était en japonais. Aujourd'hui, c'est souvent multilingue, mais à l'époque, c'était uniquement en japonais. Donc, on était plongé au milieu de quelque chose qu'on ne comprenait absolument pas. Et j'adorais ça. Mais c'était aussi terrifiant. Que faire si je me perds? Personne ne parle anglais. Et à l'époque, on n'avait pas de téléphone. Aujourd'hui, avec un smartphone, si tu te perds, tu t'en sors. Mais là, quand tu te perdais, tu étais vraiment perdu. Et quels souvenirs gardez-vous des tournées à l'époque? Les tournées étaient très différentes à l'époque. Et on formait un groupe beaucoup plus compact. Il y avait nous 4 dans le groupe, 2 ou 3 techniciens, un tour manager, parfois quelqu'un de la maison de disques. En gros, on était 8 ou 10 personnes. Et ça pendant des années. Du coup, on est devenu très autonome. Et il y avait quelque chose de vraiment agréable là-dedans. Tous ensemble, jour après jour, on montait le concert dans une nouvelle ville, on jouait, on démontait tout et on repartait pour la suivante. Et le décor changeait chaque jour. Chaque matin, on se réveillait dans un endroit différent. Et il y avait quelque chose de très beau dans tout ça. Aujourd'hui, la façon dont on tourne est très différente, bien sûr. Le matériel tient dans quelques camions, on prend l'avion et en général, on ne voit l'équipe technique qu'au moment du concert. On est un peu séparés d'eux maintenant. Évidemment, c'est beaucoup plus confortable de cette manière. Mais ce n'est plus ce sentiment d'être une bande, un gang qui affronte le monde ensemble. Et c'est ce que c'était à l'époque. Ça vous manque? Yeah, I miss it, but I don't want to go back to it. I miss the good parts of it. Absolutely. Ça me manque, mais je n'aimerais pas y retourner. Ce sont les beaux côtés qui me manquent, bien sûr. Cette camaraderie, cette joie de découvrir le monde. C'est un peu ça, être jeune. Ces bons moments me manquent, mais je ne referai pas tout ça. Je suis bien plus heureux aujourd'hui qu'à l'époque. Mais c'était vraiment une période excitante. Faire notre premier single, notre premier album, pas seulement les tournées. Tout était nouveau. Aucun de nous n'avait jamais fait ça auparavant. Et comme c'était la maison de disques qui payait, tout se passait à un niveau complètement différent. On avait déjà mis les pieds dans des studios d'enregistrement un petit peu, mais là, on passait dans des studios où nos héros avaient enregistré leur album. C'était les studios dont on avait toujours rêvé. On travaillait avec des producteurs, avec des gens dont on ne comprenait même pas vraiment le rôle avant. Et maintenant, on bossait avec eux. Et tout ça était tout simplement incroyablement excitant. Au fond, elles représentent quoi ces photos aujourd'hui pour vous? C'est la fin d'adolescence, le début de notre histoire? Oui, je veux dire, chaque jour, c'est ça, la joie d'être en tournée dans ce genre d'environnement. Chaque jour, c'est ça, la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Oui, on n'était pas encore célèbre. J'avais arrêté de prendre des photos bien avant qu'on devienne célèbre. On ne l'est devenu que des années après la dernière photo du livre. Donc ce n'est pas vraiment la fin de quelque chose. Mais il y a tellement de débuts à cette période de l'histoire du groupe. Quand tu commences à faire ça pour gagner ta vie, je pense que ça veut dire quelque chose d'un peu différent aujourd'hui. Les groupes ne sont plus signés puis envoyés faire le tour du monde comme avant. Ça se passe d'une manière un peu différente. Mais malgré tout, ce moment où tu arrêtes de faire ça comme un hobby
et que tu commences à en vivre, que tu comptes dessus pour payer le loyer, tu commences à l'aborder différemment. Donc, tu sais, le début de quelque chose, la fin de quelque chose, c'est vraiment la fin de ça. La fin de « Oh mon Dieu, si seulement quelqu'un reconnaissait mon génie, je pourrais être une immense rockstar. » C'est la fin de ça, parce que, eh bien, quelqu'un a reconnu quelque chose. Vous nous avez déjà expliqué que vous n'imaginiez pas vivre la carrière que vous avez vécue, mais à l'époque, au sein de Blur, entre vous, est-ce que vous aviez de grands espoirs ? Comme je le disais, pas vraiment. Ça ne semblait pas très probable qu'on puisse en arriver à jouer dans de grandes salles ou être dans les charts. Ça ne semblait pas du tout probable, parce que la musique qu'on faisait était très démodée. C'était un peu l'innocence. L'innocence résidait dans le fait de ne pas avoir la moindre idée que ce qu'on faisait allait résonner comme ça plus tard. On n'a pas fait ces 2 premiers albums en se disant « Tu vois, ceux-là vont traverser les âges. Les gens feront des thèses de doctorat dessus. » Non, ça ne semblait absolument pas envisageable. Et si quelqu'un avait suggéré que ce genre de choses allait arriver, on aurait éclaté de rire. Et regarde, nous y voilà. Ce n'est pas évident de rendre vivant un livre qui évoque plus les à côté d'une tournée. Pour beaucoup de groupes, en fait, c'est une routine particulièrement ennuyeuse. Il y a beaucoup d'attentes, absolument. Et le moment entre la balance et le concert est un moment inconfortable. Parce que tu te prépares pour le concert, tu as l'adrénaline qui te traverse le corps, mais tu dois attendre pendant 3 heures. Donc, tu es mal à l'aise, tu es agité et tu cherches quelque chose à faire. Mais à part ça, l'attente, tu sais, dans le bus de tournée, tu peux regarder des films, écouter de la musique, donc c'est pas particulièrement ennuyeux. Il y a beaucoup de moments passés à traîner dans les aéroports, donc les gens cherchent toujours quelque chose à faire. Et à l'époque, tu n'avais pas de petit lecteur DVD portable ou de téléphone. Tous ces trucs qu'on tient pour acquis aujourd'hui. Donc les gens lisaient des livres. Mais Damon, bien sûr, est une machine à écrire des chansons. Quand on arrivait à l'hôtel et qu'il restait 3 heures avant la balance, Damon avait déjà écrit 4 chansons. Et vous faisiez quoi ? C'était le début de l'ère de l'ordinateur portable. Donc j'en avais un avec moi. J'écrivais des programmes. C'est quelque chose que j'ai toujours fait. Je me suis auto-formé à l'animation 3D, à l'animation par ordinateur. Ce que j'ai fini par faire professionnellement pendant un petit moment. Au tout début du web, j'avais même écrit un navigateur internet. Donc, le livre s'intitule No One You Know, personne que vous ne connaissez, mais ça vient d'où ce titre ? Quand on a atterri en Amérique du Nord, on était très excités d'apprendre qu'on allait avoir un bus de tournée pour notre tournée nord-américaine. On a atterri au Canada, puis on a traversé le pays en descendant vers les États-Unis, en passant par les chutes du Niagara, à bord de ce bus donc. Mais le chauffeur avait, disons, un sens de l'humour un peu tordu. Le bus de tournée était un vieux bus Greyhound. Et il avait une petite fenêtre à l'avant pour afficher la destination. À l'époque, ce n'était pas numérique. C'était un rouleau de tissu avec les différentes destinations imprimées dessus. Eh bien, le chauffeur avait retiré le nom des villes et les avait remplacés par des descriptions en 2 mots du groupe présent dans le bus, selon lui les plus appropriés. C'était des trucs du genre Rockstar ou World Tour, des choses comme ça. Mais il était tellement écœuré par le fait qu'on était inconnus et qu'on jouait dans des petites salles qu'il nous a tous fait venir à l'avant du bus pour réfléchir à ce qu'il fallait afficher comme description du groupe. Il faisait défiler les options, il réfléchissait. Puis, il nous a regardés
à continuer à faire défiler jusqu'en bas. Et là, il dit « personne que vous connaissez ». C'était évidemment un bus de tournée, donc à chaque fois qu'on s'arrêtait dans une station-service, les gens demandaient « Hey, qui est dans le bus ?» Et sa réponse « Personne que vous connaissez ». Dernière question avant que nous nous quittions. Où en êtes-vous avec Blur aujourd'hui? Le groupe existe toujours? Oh yeah, of course. Ah oui, bien sûr. Mais pour l'instant, l'avenir est incertain. On a terminé la dernière tournée il y a environ un an. On a joué à Coachella. Puis chacun est retourné à sa vie. On va devoir attendre de voir ce qui va se passer. Et il y aura autre chose. Je suis sûr qu'il y aura un autre album, une autre tournée, mais certainement pas cette année. Et probablement pas l'année prochaine non plus. Au-delà de ça, l'avenir est tellement flou qu'il est très difficile de dire ce qui va arriver. Ça dépend peut-être de l'agenda de chacun. De l'agenda de tout le monde, oui. Tout le monde est occupé. Et comme on ne veut pas faire les choses juste pour les faire en général, on attend qu'une idée intéressante arrive. C'est ce qui nous a tenté de revenir d'ailleurs en 2009. Quelqu'un a suggéré d'organiser une série de concerts à Hyde Park, en plein centre de Londres, ce qui est devenu les concerts du British Summertime. Mais à l'époque, c'était une toute nouvelle idée. On s'est dit, un festival dans ta propre ville. Difficile de dire non à ça. Ils nous ont proposé de faire la tête d'affiche du tout premier concert. Difficile de refuser. Et puis en 2012, il y a eu les JO à Londres. On a reçu un appel. Vous voulez faire le concert de clôture? Tu peux pas dire non à ça, pas vrai? C'est très dur de dire non. Et cette dernière tournée, c'était le stade de Wembley. L'idée même que ça aurait pu être une possibilité pour les gamins qu'on était sur les photos du livre, c'est juste absurde. Mais voilà, c'est difficile de dire non quand on te demande « Tu veux jouer à Wembley ?» Ce sont ce genre de choses qui nous ramènent sur scène. Et quand on fait une tournée, c'est déprimant de le faire sans nouvelle musique. Donc, en général, on va en studio, on fait quelque chose. S'il se passe quelque chose, ce sera quelqu'un a une bonne idée, une idée intéressante, et tout le monde dira « Ah ouais, j'aime bien ça. » Thank you very much. All right, no problem. Merci beaucoup Dave Rowntree. Votre livre No One You Know est sorti chez Hero Legion Times et donc on espère vous revoir sur scène avec Blur d'ici 2-3 ans. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et à la prochaine pour un nouvel épisode d'Entracte et Culture.